Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Polynésie la Première. Voici les titres de votre journal. Une dizaine de SDF, hommes, femmes et enfants, ont été délogés de leur squat situé sur la RT6. Une expulsion pour laisser place à un projet de consolidation de la berge. Le confinement et l'interdiction de la vente d'alcool a grandement participé à la baisse de la délinquance, notamment conjugale, selon le Haut-Saria. Mais ces chiffres correspondent-ils vraiment à la réalité? Réponse dans ce journal. Certains chantiers du BTP ont repris malgré le confinement. Le gouvernement les encourage. Quand le bâtiment va mieux, tout va mieux. Nous suivrons 2 chefs d'entreprise. Et puis la rentrée progressive se poursuit dans les îles. Nous irons à Rikitea, Raivava et à Rapa, où parfois les collégiens se retrouvent en classe de primaire. Et puis, comme chaque mercredi, Polynésie la Première répond aux questions des internautes sur le coronavirus. Le docteur Didier Bondou sera avec nous à la fin de cette édition. Il logeait en toute illégalité sur une propriété publique, la RT6, entre Papeete et Fa'a. Ce matin, une dizaine de SDF, hommes, femmes et enfants, originaires de Papeete, ont été expulsés de leur maison de fortune pour permettre l'installation du matériel et des engins de chantier qui serviront à consolider la berge sur laquelle ils s'étaient installés. Nicolas Suir, Ismaël Tahiata et Hiro Terurutua. Priés de décamper, les SDF au bas de la RDO ont dû plier bagages tôt ce matin. 6 heures, les policiers s'assurent qu'aucun résident ne s'attarde. Les tractopelles du service de l'équipement dégagent ensuite rapidement les places auparavant squattées. L'expulsion s'est déroulée sans heurts. On fait partir tous les gens qui occupent le littoral. C'est pour leur sécurité. Et puis ceux qui sont au virage, là, ils ont déjà un logement. Le squat qu'ils ont, ça leur sert de lieu pour aller à la pêche. Donc ils sont d'accord pour qu'on les enlève et on stocke leurs affaires. L'espace libéré sera dédié à des travaux prévus depuis 1 an déjà par le gouvernement. Ici, on va faire le confortement des berges de la RT6 parce qu'en prévision des travaux d'agrandissement de la passe et d'approfondissement de la passe. Donc, ces enrochements ont été faits il y a longtemps et en ce moment et actuellement il y a des risques d'éboulement. Coût des travaux entre 500 et 800 millions de francs pacifiques. Le gouvernement prévoit de lancer un appel d'offres d'ici peu. Voilà, et sachez que le couple avec 3 enfants qui squattaient à la montée de la RDO ont été relogés à Papeete par l'OPH. Les 4 occupants en contrebas sont confinés à la salle Willy Bombridge en attendant une solution de relogement. Quant au dernier squatteur, il s'agit d'un pêcheur qui avait en fait son propre logement sur Fa'a. Et puis le bilan du Covid-19 en Polynésie est toujours de 57 cas confirmés pour 1803 personnes dépistées depuis le 1er mars. C'est toujours une hospitalisation. 21 personnes sont sous surveillance et 36 ne présentent plus de signes de la maladie. Et en cette période d'isolement et de couvre-feu, vous le savez, les forces de l'ordre et les autorités judiciaires ont été fortement sollicitées. Le bilan de la délinquance du premier trimestre 2020 révèle une baisse des violences crapuleuses et non crapuleuses depuis le 15 mars, moins 70% sur les accidents mortels de la route, moins d'interventions également de la police dans les quartiers ou encore moins 23% sur les atteintes à la personne, moins d'agressions physiques donc, une diminution liée en grande partie au confinement et à l'interdiction de la vente d'alcool. 6 000 contraventions pour violation des règles de confinement ont également été dressées par les forces de l'ordre. Écoutez le commissaire Dominique Sourin au micro de Heata Buluk et Patrick Tsinsing. Les violences intrafamiliales, au total, ce qu'on appelle les avis, ont baissé globalement de 23%. Mais pour les violences intrafamiliales, cette baisse est de l'ordre de 10%. Donc, les avis, je le rappelle, ça concerne les violences crapuleuses aussi. C'est la délinquance d'appropriation. Quand on vous agresse pour vous piquer votre téléphone portable, c'est de cette délinquance d'appropriation. Mais à côté de ça, il y a la délinquance non crapuleuse. Ce sont les violences intrafamiliales pour l'essentiel. Et donc le nombre de faits sur les violences intrafamiliales a donc baissé d'un peu plus de 10%, moins 11,4%. Et tout le monde est resté mobilisé d'ailleurs en la matière, qu'il s'agisse des forces de sécurité, qu'il s'agisse des associations.
Et les violences intrafamiliales aussi ont baissé de 11,4% à contresens du niveau national où elles augmentent pendant le confinement. C'est ce qu'annonçait ce matin le haut-commissaire. Des chiffres difficiles à vérifier, d'autant que les associations de défense des victimes de violences enregistrent toujours des appels. Caroline Fari, Sandrouli. Ça peut être moins évident pour des personnes qui sont confinées chez elles d'aller porter plainte. Le haut-commissaire le dit lui-même, avec le confinement, les femmes, plus souvent victimes de violences, ne peuvent plus les signaler aussi facilement. Des violences intrafamiliales qui auraient baissé de 11,4%. Pourtant, l'association polyvalente d'action socio-judiciaire reçoit encore beaucoup d'appels. La première semaine, nous avons eu peu de sollicitations, mais ces derniers temps, on a quand même un peu plus de personnes qui nous contactent de victimes de violences conjugales notamment, mais de victimes de violences en intrafamiliale. Comme l'a expliqué le commissaire, le procureur général, effectivement, le confinement peut entraîner un certain nombre de difficultés pour les familles. Donc le fait d'être à la maison, ne pas pouvoir se déplacer. De son côté, l'association Vahineorama attend surtout la fin du confinement pour confirmer ces chiffres. Nous, sur le terrain, on n'a pas forcément le même ressenti. Il est certain que beaucoup de femmes ne peuvent pas porter plainte en ce moment puisqu'elles sont confinées à domicile avec leur bourreau et que c'est compliqué de sortir de la maison. Mais nous sommes persuadés à Vahineorama que lorsque le déconfinement sera effectif, nous aurons la réalité de ce qui sera passé dans ces familles. La période est certes délicate pour les signalements, mais plusieurs dispositifs sont proposés aux victimes. Le procureur général les détaillait ce matin. Je tiens à rappeler qu'il y a bien d'autres dispositifs pour les femmes pour pouvoir dénoncer les faits dont elles seraient victimes. Il y a déjà le 17, coup de fil, le portable pour appeler police ou gendarmerie. Et puis il y a la page Facebook du procureur de la République, là d'une façon très discrète pour envoyer un message. Je tiens à rappeler que cette page est relevée 2 fois par jour par les services du parquet. Il y a la page, l'association d'aide aux victimes, qui a tout un dispositif, un numéro pour recevoir de manière anonyme, pas anonyme, etc., pour se déplacer. Des chiffres en baisse à prendre avec précaution donc. Ils iraient à contresens du niveau national, nous dit-on, où les violences augmentent pendant le confinement. Et l'entraide est devenue plus que jamais nécessaire, voire même vitale, comme vous pouvez le voir à Papara. Les caddies du cœur continuent à récolter des denrées alimentaires de première nécessité depuis 2 semaines maintenant. Une initiative du collectif d'aide aux familles de Papara. Des produits qui seront ensuite redistribués à la centaine de familles démunies de la commune, comme nous l'explique Shan Moyana au micro de Gilles Tautou. Plus d'une centaine de familles qui ont sollicité notre aide. Et on essaie de nos propres moyens à les recenser aussi. C'est pas facile pour eux. C'est pas facile pour eux, oui. Parce qu'ils ont perdu leur emploi. Alors il y en a qui ont perdu leur emploi à cause de la crise sanitaire. Il y en a qui sont déjà sont des familles démunies déjà. Et grâce à cette action, il y a eu le secours catholique qui s'est greffé à nous, avec le collège de Papara aussi. Voilà, et les aides promises par le gouvernement aux salariés en rupture de contrat et aux 5400 patentés devraient tomber. Le ministre du Tourisme Nicole Boutot et Tevaro Fritsch, ministre de l'Économie, ont annoncé cet après-midi 10 200 paiements effectués pour un montant de 880 millions de francs pacifiques. Des mesures d'aide votées à l'unanimité par les élus de l'Assemblée. Je vous propose d'écouter Tevaro Fritsch au micro de Jérôme Lee. L'idée est de voir comment on peut organiser une reprise progressive d'activité économique. C'est ce qu'on a fait sur le BTP avec la sortie du guide, avec les bons réflexes pour se prémunir du Covid-19. Et on souhaite travailler comme ça à l'échelle de chaque secteur, de manière à ce que dans le commerce, dans les services, pour ceux qui pourront redémarrer, on puisse néanmoins garder des gestes barrières propres à leur secteur d'activité. Parce qu'une chose est certaine, on ne pourra pas reprendre la vie comme avant tout de suite. Il faudra conserver des gestes barrières, mais il faut aussi que l'activité économique reprenne. Voilà Nicole Boutot qui a également annoncé que les syndicats pourraient déposer un recours contre ces mesures d'aide à l'emploi. Comme le disait Tevaro Fritsch, le gouvernement compte sur la reprise du BTP pour redémarrer l'économie. Le BTP représente 40 milliards de chiffre d'affaires. Les chantiers des travaux publics reprennent. Il reste néanmoins quantité de problèmes à résoudre en termes sanitaires et de transport. Reportage à Aroué et à Fa'a avec 2 grandes entreprises du BTP avec Thierry Stamfleur et Mirko Van Foo. Ce sont quelques instructions de précaution sanitaire
Évidemment bien plus facile à appliquer sur un chantier en extérieur que dans la construction d'un bâtiment en intérieur. Mais le monde du BTP est en train de reprendre le travail, avec aussi la rédaction d'un guide de modalités spécifiques de prudence. Mais pour cette entreprise, 50 des 100 personnes employées sont encore à l'arrêt, car il y a aussi beaucoup de chantiers dans les îles et qui sont à l'arrêt. La plupart de nos chantiers sont aux îles, aux Marquises, aux Raromontei. Et on sait que le sujet est brûlant et donc on attend de savoir à quel moment nous pourrions retourner dans ces îles. Vous pensez que ça va prendre du temps ? Ça prendra forcément du temps. On a vu les réactions qui se font ces derniers temps dans les îles. Donc nous, on fait des propositions aux autorités en se faisant dépister juste avant de prendre l'avion et en partant avec une attestation. Voilà, c'est entre les mains des autorités. Maintenant, on attend leur retour. Souci de transport également. Pas question d'entasser 4 ou 5 ouvriers dans une double cabine pour aller et venir au chantier. La limite est donc de 2 personnes avec utilisation des voitures personnelles en attendant d'autres solutions. Nous avons fait des propositions aux autorités, soit d'installer des séparations en plexiglas, comme ce que l'on voit pour les caissières des enseignes commerciales, ou alors le port de visière dans la cabine. Les soucis sont du même ordre pour cette autre entreprise de travaux publics qui pose ici des conduites d'eau potable pour la mairie de Faa. 180 employés et une trésorerie suffisante pour absorber cet arrêt de 4 semaines, avec une reprise d'activité déjà très forte. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 80% de reprise d'activité, principalement sur nos chantiers de Tahiti. On a quelques difficultés pour retravailler dans les îles, puisqu'on ne peut pas renvoyer notre personnel. En revanche, vous avez déjà des équipes qui sont restées sur place dans les îles ? Oui, tout à fait. Celles qui ont pu rester, forcément, n'étaient pas contaminées, donc elles ont pu continuer à travailler. Est-ce que vous avez des problèmes d'organisation, par exemple pour le transport ? Oui, bien sûr, on a encore quelques freins. Il reste encore beaucoup de soucis, d'approvisionnement matériel, de transport vers les îles, de soutien bancaire, également pour certaines entreprises. Mais globalement, le monde du BTP est un des premiers à repartir dans la course à la survie économique après cette interruption massive d'activité. Autre activité menacée, le tourisme, notamment à Bora Bora. Bora Bora représente à elle seule 80% des dépenses touristiques du pays. Les derniers visiteurs ont quitté l'île le 22 mars et ne sont pas prêts de revenir. La reprise s'annonce très difficile. En attendant, le maire Gaston Tongson compte sur la rénovation des hôtels pour relancer l'activité. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Natacha Silagi. Bora Bora doit générer 36 milliards de chiffre d'affaires à l'année. Ça fait à peu près 3 milliards par mois. Et ce qui est énorme, et effectivement les mesures qui ont été décidées pour la période de confinement représentent à peu près 250 millions que le pays mettra à la disposition de l'économie de l'île de Bora Bora, surtout sur le plan de la sociale. C'est vrai, lorsqu'un hôtel s'arrête, c'est tout le reste s'arrête, les prestataires de services, toutes les activités satellites autour du tourisme. Donc, c'est toute l'île qui est pratiquement en arrêt. Moi, je pense aussi qu'il y a quelque chose qui pourrait sauver momentanément l'économie, c'est le démarrage des chantiers de rénovation. Mais je sais que certains hôtels se préparent déjà à ça, comme le Four Seasons, d'autres hôtels encore, mais à condition que les vols internationaux, bien sûr, soient à nouveau autorisés. Et puis en bref, un mot sur les municipales également perturbées par la crise du Covid-19. Vous le savez, les maires qui ont été élus au premier tour des élections municipales le 15 mars dernier vont devoir attendre pour être officiellement élus. La réunion des conseils municipaux ne se fera pas avant mi-mai. C'est ce qu'a annoncé en tout cas le Premier ministre Édouard Philippe à l'issue du Conseil des ministres à Paris. Direction maintenant l'archipel des Australes pour parler de la rentrée. Une rentrée non obligatoire pour les collégiens et lycéens originaires de Rapa. Les élèves ont été répartis par classe et par niveau et installés dans l'enceinte de l'école élémentaire TVI. Certains parents participent à imprimer leurs devoirs. Une connexion Internet est également à leur disposition. Pas de stress en tout cas, puisque le suivi ne se passe que 3 jours par semaine et qu'en demi-journée. Écoutez ces réactions au micro de Maïré Anania. Amis de l'école primaire de Rapa ici. Alors j'aime bien parce que je trouve que ici c'est l'endroit le plus calme pour nous pour travailler.
Et on peut aussi voir nos amis, travailler avec eux. Ce matin, l'école primaire a été ouverte aux primaires du CM1, CM2. Ensuite, aux collégiens et aux lycéens présents sur l'île. Donc, je voudrais remercier l'association des parents d'élèves, tous les représentants de l'association des parents d'élèves, sa présidente Maria, et ensuite toutes les personnes qui se sont portées volontaires. Même rythme de rentrée sur l'île voisine à Reivava, où là, les gestes barrières ne sont visiblement pas respectés à l'école primaire de l'île, comme la distanciation sociale, en tout cas en dehors des classes, sauf justement à l'intérieur, où seule la moitié des enfants sont acceptés. Mais peu importe, les élèves qui ont pu se procurer des masques le portent évidemment, des enfants qui font preuve de discipline. Écoutez plutôt. Tous les matins, je fais le figi-figi. Je fais mes devoirs, je fais les activités de la maison et c'est très bien. Mais c'est triste aussi parce que je ne vois pas mes camarades, mes proches et je ne peux pas y aller chez eux parce que je dois respecter les gestes barrières. Nous avons un effectif de 16 élèves. Donc, à savoir qu'en 5e, nous avons 11 élèves et en 6e, nous n'avons que 5. Donc, la rentrée, si on peut dire que c'est une rentrée, c'est très bien passé. Nous avons également le projet d'accueillir les 4e, 3e et peut-être les CAP aussi de la classe de Tupoué. Pour l'instant, nous n'avons pas encore confirmation du principal du collège de Tupoué afin de les accueillir. Dans l'immédiat, nous ne sommes que 16. Au Gambier, les collégiens étaient plus que ravis de retrouver leurs camarades. Au collège Saint-Raphaël de Rikitea, notamment, 90 élèves sur les 140 que compte l'établissement étaient présents ce matin pour une demi-journée de cours. Ils ont découvert le système de pôle études mis en place par leurs enseignants, comprenant 4 groupes, les langues et histoire géo, les mathématiques et les sciences, l'art et enfin le pôle technologie communication, à raison d'1 heure par discipline. Qu'en pensent les enseignants et les élèves? Les réponses au micro de Heifara Schwartz. Nous travaillons par pôle, c'est-à-dire qu'on a plusieurs pôles d'interaction avec les élèves où les jeunes vont au choix. Donc s'ils sont attirés par le pôle littéraire, ils y vont. En maths, ils y vont, ou en sciences, et en éducation artistique. À eux de choisir. Est-ce que tu trouves le nouveau système bien? Bah oui, comme ça je peux choisir. Comme ça vendredi je vais aller en art plastique. Et ça consistait à quoi aujourd'hui ce que vous avez appris en numérique? Ça consistait à travailler sur le Padlet, à savoir mettre des fichiers. Voilà, et puis chez vous aussi, continuez à appliquer les gestes barrières pour vous protéger, comme vous lavez régulièrement les mains, tousser, éternuer dans un mouchoir à usage unique et surtout éviter de serrer la main ou encore de faire la bise. Et nous accueillons maintenant le docteur Bondou pour répondre aux questions des internautes. Bonsoir, alors première question de Hana Yvonne Taïria. Combien de temps va durer cette épidémie? Ça devient lassant. Alors je dirais à cette correspondante et auditrice de Polynésie première qu'elle risque d'être là assez longtemps. Non, d'autant qu'on ne peut pas vraiment parler d'épidémie sur la Polynésie. Il y a des cas qui augmentent un petit peu de jour en jour, mais ça reste quand même une période non épidémique. Donc c'est vrai que par contre au niveau mondial, parce qu'on ne vit pas reclus un petit peu sur notre île, cette épidémie risque justement de rester longtemps parce que la population mondiale n'est pas du tout immunisée contre ce virus et elle mettra du temps à s'immuniser contre ce virus. Une question de Priscilla. Merci d'expliquer la manière de mettre les masques. Ça, c'est effectivement une bonne question. C'est-à-dire que ce soit les masques chirurgicaux, comme celui-ci, ou que ce soit les masques FFP2, qui sont rares, malheureusement un peu trop rares pour nous, professionnels de santé, ils doivent englober totalement les orifices des voies aériennes, à savoir nez et bouche en même temps. C'est vrai que même les masques faits localement doivent être portés avec cette habitude-là. Ce n'est pas du tout quelque chose de décoratif. Dès qu'on va passer au déconfinement, je pense, dans les semaines à venir, évidemment, il y aura un geste citoyen qui fait que dès qu'on sort du domicile, on porte un masque. Mais on porte un masque englobant totalement le nez et la bouche.
Une question maintenant de Kimo Oversteam. Combien de temps peut vivre ou survivre ce virus sur l'épiderme humain et en l'occurrence sur les mains? Alors c'est bien le problème, c'est certainement plusieurs heures. Et justement l'intérêt d'un lavage fréquent des mains, c'est de faire en sorte que si virus il y reste le moins longtemps possible. D'autant qu'on parle des mains, mais il faut éviter à tout prix de porter les mains au visage et sur ses yeux. Parce que justement, si les mains contiennent le virus, c'est contaminant directement sur les voies aériennes et sur les yeux. Donc lavage de mains fréquent. Une question maintenant de Tiara Nouanoua Fa'anoui. Pourquoi ne mettez-vous pas en place le protocole du professeur Raoul? Grande question. Alors d'abord, ça ne dépend pas que de nous. Je dirais chaque médecin a son libre arbitre sur une prescription médicale. Il se trouve que récemment, et ça c'est y compris en métropole, la prescription d'un des deux médicaments est réservée à l'usage hospitalier. Je dirais comme d'autres molécules aussi, qui sont réservées à l'usage hospitalier. Ensuite, on n'a pas suffisamment de recul. Moi, c'est mon point de vue tout à fait personnel. Je sais que des confrères ne seront pas d'accord avec ça. Mais je pense qu'on n'a pas assez de recul sur la véracité et l'efficacité du traitement. Il faut attendre encore. Le virus existe dans le monde depuis 4 mois et demi. On ne peut pas espérer avoir un traitement tout de suite, illico presto. Donc des études sont en cours, y compris le protocole Raoult. Mais il est loin de faire l'unanimité, même y compris au niveau des spécialistes mondiaux au niveau du virus. On termine avec une question plus générale, Dr Bondou. Le deuxième vol de la continuité territoriale arrive demain à 3h du matin avec des Polynésiens évasanés dont certains auraient été malades du Covid-19. Seront-ils confinés dans un établissement? Est-ce qu'on prend des risques? Alors deux choses, déjà, je pense qu'il n'y a aucun risque parce que d'après ce que je sais, il n'y aura aucun Covid positif sur ce vol-là. Il y a des retours d'Evasan, des évasanés et des accompagnants familiaux qui seront tous, dès leur arrivée, confinés dans un lieu commun et non pas à leur domicile avec surveillance médicale pendant la quatorzaine. Merci beaucoup, Dr Bondou, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, n'oubliez pas, en cas d'urgence, composez le 15 ou ce numéro gratuit, le 444 789. La ligne est ouverte 7 jours sur 7 à partir de 8 heures. Des professionnels de santé répondront à toutes vos questions au sujet du Covid-19. Avant de nous quitter, je rappelle que dans le monde, 177 700 personnes sont décédées du coronavirus et 2,5 millions de personnes sont touchées par le virus. La France compte aujourd'hui 21 340 morts et on compte 44 845 morts aux États-Unis et toujours donc 57 cas en Polynésie. C'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. Le bilan de la délinquance du premier trimestre 2020 révèle une baisse des violences crapuleuses et non crapuleuses depuis le 15 mars, moins 23% sur les atteintes à la personne, moins 11% sur les violences intrafamiliales, moins 70% sur les accidents mortels de la route, une baisse liée en grande partie au confinement et à l'interdiction de la vente d'alcool. À la une de vos quotidiens, demain, la dépêche titre « Recours contre les aides du pays ». Nicole Boutot met en garde les syndicats. Et puis la manchette de Tahiti Info, les syndicats attaquent le revenu de solidarité. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio. Excellente soirée tout en restant chez vous. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.